371 statue de cire. Une silhouette émergea lentement de la rivière tachée de sang. L'esprit de Lumian sembla se figer momentanément pour une raison inexplicable alors qu'il observait la silhouette rampant sur le rivage. Au lieu d'une attaque immédiate, il regarda la silhouette sortir de l'eau. Le visage de l'homme inconnu était étrangement raide et ses vêtements s'accrochaient à lui après avoir été trempés dans l'eau. Cette dernière semblait se confondre avec sa chair. C'était une statue de cire qui prenait vie. Du sang cramoisi s'est infiltré de la silhouette de cire, se mélangeant au débit de la rivière avant de se briser contre l'herbe sauvage le long de la berge. Les yeux bleu clairs de la statue de cire se déplacèrent légèrement dans leurs orbites blanches, projetant un vague reflet de Lumian. En rencontrant ce regard, Lumian se sentit dépassé, incapable de résister mentalement ou physiquement. Une peur instinctive surgit en lui, noyant toutes les autres émotions. Soudain, les instincts de survie de Lumian se sont manifestés, éclatant complètement et maîtrisant toutes les autres émotions et états. La vision de Lumian a été restaurée. La statue de cire, aux yeux froids et inflexibles, était désormais à moins d'1 mètre. Sa main blanc pâle, dégoulinante de sang, étendait ses doigts comme des lames mortelles, se dirigeant vers lui. Lumian n'eut pas le temps de réagir. Il leva sa paume droite pour protéger son visage, et il eut un impact retentissant lorsque le doigt acéré de la statue de cire entra en collision avec son gant de boxe flog noir de fer, orné de courtes épines. Là où le gant de boxe est tombé, le doigt de la statue de cire a percé la paume de Lumian, laissant une blessure visible sur son visage. S'il n'avait pas repoussé l'intimidation initiale, le coup aurait pu lui percer le crâne et atteindre son cerveau. La douleur brûlante familière réveilla Lumian en sursaut. Serrant sa main gauche, il conjura une flamme cramoisie flamboyante et lança un puissant coup de poing sur le visage de la statue de cire depuis le côté. Simultanément, avec un sourire, il resserra sa paume droite, utilisant sa propre chair et son sang pour gêner la main droite de la statue de cire, l'empêchant d'échapper à son coup de feu. Bang! Les gants de boxe flog ont renversé la tête de la statue de cire, et les épines noires de fer à leur surface ont gravé des égratignures exagérées sur son visage inflexible, les blessures passant de profondes à superficielles. Malgré le flux vif de sang rouge vif, il n'y avait aucune texture semblable à de la chair sur les blessures, seulement des couches de cire qui semblaient fondre sous un feu invisible. En réponse, des capillaires couleur sang s'étendirent des yeux bleu clairs de la statue de cire, exsudant un désir intense et sanguinaire qui lui prêtait une étrange vitalité, la faisant ressembler au vivant. Lumian avait choisi les gants de boxe flog pour leur puissance, une arme mystique de la plus grande puissance, en particulier contre la créature que Thermiboro avait qualifiée de dangereuse. Il ne pouvait pas se permettre d'être négligent. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que son ennemi soit une statue de cire plutôt qu'un être vivant. Cela rendait inefficace la capacité du flog à évoquer des désirs ou des émotions spécifiques. Cela ne pouvait servir que d'outil défensif. Sans cette intimidation bizarre, Lumian aurait abandonné ses gants de boxe et opté pour la broche d'essence. Désormais, avec son adversaire devant lui, il n'avait d'autre choix que de s'en tenir au gant flog, se concentrant plutôt sur Fire Infusion. À son grand étonnement, son coup de poing avait enflammé la soif de sang de la statue de cire, suggérant que l'entité conservait un certain degré de vie, ainsi que de faibles émotions et désirs qui lui étaient propres. C'est bon de voir que tu donnes toujours des coups de pied. Le sourire de Lumian s'élargit. Il a retiré sa paume droite, serrant les dents à cause de la douleur, et son poing enflammé a réaligné la tête de la statue de cire. La statue de cire, dont les désirs sanguinaires étaient désormais exacerbés, ne montrait aucune inclination à augmenter la distance qui les séparait. Il reprit ses tactiques d'intimidation, s'engageant instinctivement et désespérément dans un combat rapproché avec Lumian. Cela s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Lumian. Ses gants de boxe d'un noir de fer, embrasés de flammes cramoisies, sortaient constamment aux membres, aux poings, aux épaules, au torse et à la tête de la statue de cire, dans une succession rapide et précise. Chaque coup de poing manquait de force brute. Ce dont Lumian avait besoin, c'était d'un assaut implacable. Boum, 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 claquer, claquer, claquer. Les poings de Lumian, ornés des gants flog, traînaient des flammes pourpres, supprimant efficacement la statue de cire agile et habile au point qu'elle ne pouvait utiliser aucune autre capacité. Ses pieds exécutaient une danse fluide consistant à avancer et à lever les genoux pour repousser les attaques d'en bas. En seulement 10 à 20 secondes, la statue de cire cessa brusquement ses mouvements et une explosion éthérée émanait de sa forme. Les capillaires de ses yeux se sont rompus, colorant la teinte autrefois bleu clair d'un pourpre vif. Des fissures sillonnaient sa tête, liées aux blessures infligées par les gants flog. Désir détonation. L'assaut incessant de Lumian avait déclenché l'effet désir détonation des gants de boxe flog. En réponse, Lumian retira ses poings et regarda en silence les yeux rouges sans de la statue de cire révéler des signes de douleur. 2 larmes pourpres jaillirent lentement au coin de ses yeux, coulant sur ses joues cireuses. La statue de cire ouvrit la bouche comme si elle essayait de parler, mais aucun son ne s'en échappa. Une explosion sourde émanait de l'intérieur de son corps, et les blessures exagérées s'étendaient sur sa forme. Des flammes pourpres jaillirent de ces régions, engloutissant entièrement la statue de cire. Infusion de feu. Au milieu de l'enfer féroce, la statue de cire s'est rapidement ramollie, son corps dégoulinant de gouttelettes visqueuses tachées de sang.
Il s'est effondré au sol. Quel genre de monstre est-ce? Lumian regarda la créature tomber pendant plus de 10 secondes, son instinct de chasseur lui disant que cette proie ne pouvait pas posséder les caractéristiques d'un Beyondé. À ce moment, il récupéra sa mallette et rangea soigneusement les gants de boxe Flog. Sans hésitation, Lumian se tourna et sortit de la forêt. Derrière lui, des flammes pourpres surgirent, consommant son sang dégoulinant. Dans l'enfer flamboyant, la statue de cire avait fondu au point de devenir méconnaissable. La silhouette de Lumian s'estompa progressivement, disparaissant non loin de la scène. Traversée du monde des esprits. Pour échapper à l'attention des dieux maléfiques et des entités dangereuses invoquées par les gants de boxe Flog, Lumian a changé de position, se téléportant, effectivement vers une ville voisine. C'était un endroit qu'il avait repéré à l'avance, avec des coordonnées précises dans le monde des esprits. Après plusieurs dizaines de secondes, le chemin forestier a été soudainement remplacé par un désert désolé, avec seulement quelques flammes vacillantes. Les mauvaises herbes ont progressivement fleuri et la silhouette d'une personne en robe blanche s'est rapidement matérialisée. Cette silhouette portait un voile de couleur claire et son abdomen était particulièrement enflé. Une aura maternelle indubitable enveloppait sa forme. C'était Dame Lune des Nightstalkers. Lady Moon dirigea son regard vers la statue de cire entièrement fondue et tachée de sang, observant silencieusement la danse des flammes cramoisies. Après plus de 10 secondes de contemplation, la femme et le désert désolé ont disparu. Dans une pièce du bâtiment principal du château du Cygne Rouge, le comte Pouffet, vêtu d'une chemise rouge et d'un élégant pantalon noir, occupait un bureau encombré. Son regard glacial restait fixé sur la tête de la statue de cire placée devant lui. La tête ressemblait étrangement à un être vivant, avec des yeux bleus clairs et des cheveux noirs de jais. Alors que le silence persistait, le comte Pouffet ne pouvait cacher un soupçon d'agitation. De temps en temps, il tirait sur son col, bougeait sur sa chaise et déboutonnait même le haut de sa chemise, comme si l'air était devenu anormalement raréfié, empêchant sa respiration. Alors que le temps passait, la tête de la statue de cire émit soudain un craquement inquiétant. Il s'est brisé en de nombreux morceaux, chacun fondant de manière grotesque. Pouffet se releva d'un coup, sous le choc, ses pupilles se dilatant d'incrédulité. De minuscules vaisseaux sanguins dépassaient de ses yeux, se sont rompus et les ont teints d'une teinte rouge vif. Il a été tué? Se murmura Pouffet, son étonnement mêlé de suspicion. Ciel du Bois était encore plus mystérieux et redoutable qu'il ne l'avait initialement pensé. Même s'il ne l'était pas, la faction cachée qui opérait derrière lui l'était. Le comte Pouffet allait et venait avec une expression solennelle. Après que Lumian se soit téléporté, dans la ville devant lui, il a fait preuve de prudence, restant caché dans l'ombre tout en calculant méticuleusement l'heure. Ce n'est que lorsqu'il sentit qu'un chasseur pouvait potentiellement atteindre son emplacement depuis la forêt en courant qu'il se dirigea prudemment vers la ville. Il localise le cocher et organise son retour au 11 rue des Fontaines dans le quartier de la cathédrale commémorative. Dans une pièce ornée d'étagères, Lumian fixa son regard sur Gardner Martin, qui tenait un cigare à la main. Lumian a parlé franchement. J'ai été attaqué. Il n'y avait aucun moyen de cacher la vérité au patron. Hein? Gardner Martin a répondu de son ton nasillard distinctif. Lumian a ensuite raconté les événements, détaillant comment il avait choisi la part de la tarte du roi après le comte Pouffet et a ensuite senti un esprit frénétique tenter de l'envahir. Il a décrit comment il avait utilisé l'infusion de feu pour démonter et faire fondre la statue de cire, affichant les blessures sur ses mains et son visage. Ce que Lumian a choisi de ne pas révéler, c'est qu'il avait compris pourquoi la conscience frénétique n'avait pas entièrement occupé son corps et qu'il avait utilisé les gants de boxe Flog. Il a attribué le premier à une cause inconnue. Gardner Martin fumait son cigare, écoutant doucement, pas surpris que l'esprit de Lumian soit resté incorruptible. S'il avait manifesté un soupçon d'étonnement ou de suspicion, Lumian aurait rapidement invité Monsieur K à éliminer le bastion de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang. Avec un cigare à la main, Gardner Martin a souri et a fait remarquer. Il semble que les membres officiels de notre ordre de la Croix de Fer et de Sang soient plus favorisés par l'esprit de l'ancêtre de Pouffet que Pouffet lui-même. Cependant, nous lui inspirons également la peur. Cela fait-il référence aux Beyondés qui ont succombé à l'étrange corruption du 13 avenue du Marché? La conscience frénétique n'envahira pas les autres membres officiels de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, même en l'absence de l'aura de l'empereur de Sang? Je me demande à quel point c'est vrai. Pourquoi n'essayez-vous pas, patron? Lumian ressentit soudain le besoin d'inciter Gardner Martin à jouer à King SP avec le comte Pouffet. Maintenant, j'ai confirmé quelque chose. L'expression de Gardner Martin devint sérieuse. L'ancêtre de la famille Sauron, Vermonda Sauron, n'est pas vraiment décédé. Il existe d'une manière au-delà de notre compréhension actuelle.